J'ai vu des villages, mais franchement, c'est terrifiant parce qu'il y a un silence dans ces villages. C'est vraiment Oradour-sur-Glane. Toutes les maisons sont détruites. Toutes les maisons sont détruites. Et vous êtes dans un petit village et vous voyez parfois le reste d'un petit jouet pour enfants ou des photographies qui sont restées par terre. Et en fait, tout ça est à l'air libre. Et c'est très émouvant parce que vous vous dites, voilà, toutes les maisons ont été détruites. Régis Le Sommier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes grand reporter, directeur de la rédaction de Omerta. Vous êtes un reporter de guerre au sens noble et plein du terme. Nous avons eu envie de vous interroger, d'avoir votre analyse sur tous les fronts, qui sont peut-être liés ou pas, vous nous le direz. Alors, mais nous allons commencer peut-être par un reportage incroyable que vous avez mis en ligne sur le site d'Omerta. Vous revenez du front russo-ukrainien. Et non, là-bas, la guerre n'est pas terminée, contrairement à ce que l'actualité pourrait nous laisser imaginer. Dans les médias, on ne la voit plus beaucoup. C'est un peu comme les punaises de lit, ça a complètement disparu. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que vous nous apportez des éléments de réponse sur un sujet qui est resté en suspens. Que sont devenus les combattants de Wagner après la mort de Prigojine? Et dans ce fameux reportage, vous avez réussi à en interroger certains. J'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez conçu ce reportage et comment vous avez réussi à les rencontrer. Alors, c'est un peu un hasard. Parfois, vous savez, dans la chance, on dit l'absence de chance est une faute professionnelle quand on est reporter ou journaliste. Et en l'occurrence, on a eu de la chance. On devait rejoindre un groupe de Cosaques qui sont des combattants classiques, on va dire, notamment en Ukraine. Il y en a d'ailleurs des deux côtés, des régiments avec des traditions très anciennes qui remontent à l'époque des tsars. Et donc ce régiment de Cosaques avait accepté de nous amener sur le front au sud de Bakhmout, une ville qui s'appelle Kleshivka, qui a été reprise par les Ukrainiens d'ailleurs, au moment où on y était. Et en fait, en arrivant dans ce bataillon, le commandant nous explique que leur instructeur, d'ailleurs, il nous dit, oui, d'ailleurs, notre instructeur, un ancien de Wagner. Bon, on entend ça, on se dit, c'est étonnant, mais comment est-ce qu'on peut le rencontrer? Il dit, oui, bien sûr, on le verra demain à l'entraînement. Parce que tous ces soldats, y compris les anciens de Wagner, dès qu'ils ne sont pas sur le front, s'entraînent. C'est des gens qui sont en permanence dans l'exercice des armes, ils se perfectionnent, ils ont une mentalité, voilà, c'est des groupes armés. Donc dès qu'ils sont au repos à l'arrière, ils s'entraînent. Et donc on rencontre ce fameux ancien de Wagner le lendemain. Et là, on lui demande à l'interviewer, évidemment. On tombe sur un type de Wagner, il accepte de nous parler. Alors, il met un masque, un espèce de masque à tête de mort. Voilà, c'est la panoplie Wagner, vous savez. La tête de mort, c'est l'insigne de Wagner. C'est l'insigne de Wagner, c'est leur marque de fabrique, on va dire. Et puis, comme je sais que ce genre d'interview, en général, comme ça, au débeauté, peut très vite tourner court et qu'il y a quelque chose qui se passe, le type doit aller faire autre chose et on ne le revoit plus. C'est souvent comme ça dans les contextes de guerre ou quand on est sur les lignes de front, les choses peuvent partir. Donc je l'ai en face de moi avec son masque, on fait tourner la caméra. Immédiatement, je lui dis est-ce que vous étiez avec Yevgeny Prigojine? Est-ce que vous êtes allé avec la colonne qui est allée à Rostov, vous savez, quand il a fait sa rébellion, j'y vais cash, je lui pose cette question, et là il me dit, non, moi je n'étais pas avec la colonne qui est allée vers Rostov, j'étais dans la colonne qui est partie sur Moscou. Alors là, je me dis, c'est incroyable, je tombe sur quelqu'un qui faisait partie de cette fameuse colonne qu'on a fantasmée, analysée. Vous vous souvenez, à l'époque, c'était sur tous les plateaux télé, des chaînes de télé, on ne parlait que de ça, la montée de Prigojine, et voilà. Et j'ai le temps de lui poser une deuxième question et il me dit oui, je pensais. Je lui dis qu'est-ce que vous vouliez faire? Vouliez-vous renverser le pouvoir? Et il me dit non, je pensais que en faisant cette action, il allait se produire des choses extrêmement positives. Et là, évidemment, on est quand même dans un contexte russe, donc il y a quelqu'un qui s'occupe de la communication dans ce régiment de Cosaques et qui arrive vers le type de Wagner et qui lui dit
parle pas trop de Wagner, parle plutôt des Cosaques qui t'ont accueilli parce que cet ancien de Wagner donc, a été réintégré dans l'unité de Cosaques. Donc, on arrive à parler évidemment de la bataille de Bakhmout, on parle de tout ce qu'a fait Wagner, c'est très intéressant, mais on veut aller plus loin. Et le surlendemain, on se retrouve avec une unité cette fois plus proche de la ligne de front, où une partie, nous dit-on, des formateurs aussi sont des anciens de Wagner. On va progressivement leur parler, certains refusent de raconter leur expérience, d'autres au contraire en parlent. On arrive même à rentrer en contact avec un ancien communicant de Wagner, quelqu'un qui a fait partie de la cellule de com à Leningrad, enfin à Saint-Pétersbourg, et donc qui a travaillé avec Prigojine et qui nous raconte l'Afrique. Enfin, c'est absolument passionnant. Et on va aller avec eux jusqu'au front de Soledar, donc juste à côté de Bakhmout, au nord de Bakhmout, où on se rend compte aussi que les anciens de Wagner sont là. Et ce qui s'est passé, en fait, ce que caractérise, et c'est pour ça que parfois, quand je dis on a de la chance par rapport à la grande interrogation que sont devenus les gens de Wagner, évidemment, une partie est partie en Afrique. Certains, d'ailleurs, nous racontent leur expérience en Libye, en Syrie, dans beaucoup de pays d'Afrique. Ça, c'est très intéressant. Et puis, surtout, on se rend compte qu'en fait, ces soldats-là ne sont pas du tout comme certaines chaînes d'infos en continu que je ne citerai pas racontaient que c'était que des prisonniers qu'on envoyait à l'abattoir, que Poutine en fait vidait ses prisons et les envoyait se faire tuer par centaines à la façon de Joukov pendant la Seconde Guerre mondiale. En réalité, non. Les Wagner, ce sont des soldats d'élite, ce sont des gens qui ont une expérience militaire, d'abord d'autres guerres. Hein. Certains ont combattu en Tchétchénie, ont combattu en Géorgie, enfin ont fait plusieurs opérations avec l'armée russe. Et maintenant, ce sont devenus des mercenaires. Et ce qui s'est passé avec Wagner, finalement, c'est que c'est le principe de la société militaire privée qui est devenu énorme, qui est devenu gigantesque, qui a généré un pouvoir incroyable. Avec l'affaire de Bakhmout, c'est quand même la première fois qu'une société militaire privée conquiert une ville contre l'armée ukrainienne elle-même formée par l'OTAN. Donc il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Et puis il y a cette fameuse rébellion et cette fameuse mort de Prigojine sur laquelle un certain nombre aussi reviennent. Voilà. Alors ils ne sont pas très prolixes quand même ou très affirmatifs quand on leur les fait parler du caractère accidentel ou non. De la mort de Prigojine. Voilà. Alors il y en a un qui est honnête qui dit ce ne sont pas les Ukrainiens, je peux vous garantir que ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont fait ça. Sous-entendu, par défaut. Inside Voilà. job, quoi. C'est nous qui, enfin, c'est les Russes qui ont traité le problème de Prigojine. Alors, ils gardent un attachement fort pour Prigojine. C'est incroyable, oui. Et donc, on se rend compte qu'en fait, ce que Prigojine a réussi à développer chez Wagner et au-delà, dans l'armée russe en général, c'est cette proximité avec le soldat de base. Le soldat de base, il se plaint toujours de l'état-major, il se plaint toujours des gens qui sont à l'arrière. Ça existe dans toutes les guerres. Et Prigojine, lui, en étant présent par cette communication un peu excessive, où il ouvrait sa gueule, il était, vous vous souvenez, il éructait contre Shoigu, c'était son ennemi juré, le ministre de la Défense, ou Valéry Gerasimov, le chef d'état-major des armées. On l'a vu souvent, mais ce dont on se rendait pas compte à l'époque, c'est que il était sur le terrain, il était en première ligne. Il n'était pas planqué dans un tunnel ou un truc. Il allait avec ses soldats. Et ça, l'impact que Prigojine a pu avoir a été considérable parce que peu des officiers, enfin des officiers supérieurs russes en tout cas et de l'état-major allaient sur le terrain en fait. Il y avait un décalage terrible et Prigojine, c'était le soldat de base. D'ailleurs, on termine le documentaire avec cette chanson qui s'appelle Ya Soldat, qui est une chanson populaire de l'armée russe d'aujourd'hui, qui raconte la misère du soldat de base. Et en fait, Prigojine, c'était un peu un soldat, quoi. Voilà. Certains ne sont pas heureux, ou en tout cas ne semblent pas avoir envie qu'on rappelle leur passage chez Wagner. Il y a notamment un soldat, c'est vous qui avez trouvé dans une chanson de rap dans laquelle il figurait, que cette chanson prouvait son appartenance. Oui, alors ça c'est Oleg, il est très particulier Oleg, parce que Oleg il a fait d'autres choses avant Wagner. Ce qui est très intéressant, c'est que lui c'est vraiment le pur produit de l'émergence moderne de ce qu'on appelle la SMP, Tcheveka en russe, Société militaire privée.
inventé par Donald Rumsfeld et Dick Cheney avec Blackwater, Eric Prince, qui était le chef de Blackwater aux États-Unis, c'est-à-dire la privatisation de l'armée, finalement. Et donc là-dessus, les Russes, qui sont des très bons copieurs, ont refait exactement la même chose, et Prigojine a fait justement cette partie avec une partie business, une partie média. Vous savez, il avait des fermes de trolls, il a développé des chaînes de télé, de restauration, il avait un empire financier assez conséquent. Il a su se faire aimer de Poutine, même s'ils ne viennent pas de la même origine, de la même ville, ils viennent tous les deux de Saint-Pétersbourg, mais c'est pas un Siloviki, ce qu'on appelle, les proches de Poutine, du KGB depuis ses débuts à Saint-Pétersbourg. C'est une pièce rapportée, Prigojine. Mais Prigojine, c'est quelqu'un qui a fait de la prison, qui a été un délinquant, et qui ensuite, à la force du poignet, a réussi. Mais il a repris comme modèle vraiment cette idée de l'armée et du business à la fois. Et c'est ce qu'il a développé. Et quand la Russie a eu l'opportunité, à travers la crise syrienne par exemple, de remettre les pieds sur la scène internationale, parce que c'est vraiment 2015, l'intervention en Syrie, qui va marquer le grand retour de la Russie dans les affaires internationales, eh bien Prigojine va se mettre dans l'équation avec des propositions pour l'Afrique, où finalement, pour Poutine et pour l'armée russe, c'est tout bénef. On envoie des mercenaires, ils font le boulot à la place d'une armée, et on n'a pas, quand ça se passe mal, à se salir les mains ou à aller voir les veuves ou les familles pour expliquer que leur soldat ou leur compagnon a été tué sur le terrain. C'est l'avantage de la SMP, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle, les Américains appellent le body count, c'est-à-dire une guerre, vous savez, et l'usure des morts. C'est ce qui s'était passé avec l'Afghanistan, par exemple. La guerre était devenue impopulaire parce qu'on en avait marre de voir des corps revenir à la maison. Avec la SMP, il n'y a pas de problème, il n'y a pas ce problème-là. Et donc, ce que va faire Prigojine, et notamment avec Palmyre, la reconquête de Palmyre au profit de Bachar al-Assad, en alliance avec le Hezbollah, qui était déjà sur le terrain là-bas, la reconquête d'Alep, à chaque fois, Wagner va être dans des moments importants. L'Afrique, comment dire, l'intrusion de Wagner en Afrique, ça date de la fin de l'opération Sangaris en 2016, où l'armée française quitte la Centrafrique, et Wagner va occuper le terrain, et puis progressivement développer cette composante africaine, jusqu'à ce que Prigojine offre à Poutine aussi une solution pour l'Ukraine, en disant, voilà, on va développer au maximum cette société militaire privée avec des capitaux de Prigojine, mais aussi, surtout, avec des capitaux russes propres. Et Poutine dit, oui, pourquoi pas, allons-y. Et Prigojine a raison, puisqu'il finit par conquérir Bakhmout, qui offre une victoire à Poutine. Il n'y en avait pas beaucoup. C'était plutôt la fin de la période 2022, début 2023, où la Russie était plutôt en extrême difficulté. Là, les mercenaires de Wagner vont conquérir Bakhmout, et ça va être ce qui va les rendre surpuissants et peut-être aussi, trop puissants. Démiurge. Voilà, exactement. Voilà. On a l'impression que Wagner, c'était Prigojine, que Prigojine, c'était Wagner. Aujourd'hui, ces soldats sont repartis dans l'armée régulière. Oui. Quid de la suite ? Alors, la vraie question, c'est que va devenir Wagner ? Parce que statutairement, la société existe encore. Elle a toujours son siège à Saint-Pétersbourg. Comme on est revenu par Saint-Pétersbourg, on a essayé d'aller leur demander, d'aller les questionner, mais ça n'a pas été possible parce que c'est vraiment la clandestinité totale. Mais on a pu constater qu'il y avait toujours une activité au siège de Wagner. La tombe de Prigojine se trouve à une dizaine de kilomètres d'ailleurs de Saint-Pétersbourg. On est allé voir aussi, il y a un véritable culte sur sa tombe d'anciens de Wagner qui viennent mettre leurs patchs, leurs trucs, etc. et rendre hommage à Prigojine. Donc la société existe toujours. Il y a des interrogations sur qui sera le prochain chef. Poutine apparemment a signé des décrets comme quoi Wagner était autorisé justement officiellement à revenir sur le front en Ukraine. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle y était déjà officieusement. Mais
c'est tout à fait logique quand on y réfléchit, puisqu'elle a une expérience militaire absolument incroyable. Sur l'histoire de Bakhmout, c'est 226 jours de siège pour finir par reconquérir une ville. Donc, c'est des gens qui ont une expérience militaire incroyable. Donc, pourquoi ne pas en faire bénéficier d'autres unités, notamment les unités moins aguerries, où il y a des plus jeunes, où il y a des conscrits, où il y a des mobilisés qui arrivent. Eh bien, voilà, Wagner sert à ça. Et puis, il y a évidemment la composante africaine qui perdure. Et il est possible, ce qu'on a entendu, c'est que Wagner serait maintenant placé bientôt sous l'ombrelle de ce qu'on appelle la Rosguardia, c'est-à-dire la garde nationale russe, pour les activités en Ukraine, et que ce serait une autre société qui serait créée pour les activités en Afrique. Voilà. Enfin, en tout cas, ce reportage est tout à fait étonnant et éminemment périlleux. Hein. C'est très impressionnant de vous voir en situation. Vous avez eu peur? Oui, ce qui est très problématique en ce moment, et on le montre dans le documentaire, c'est la question des drones, et en particulier des drones kamikazes. Il y en a des deux côtés. Il y en a des deux côtés, mais pour ce qui est des endroits où on est allé, donc le front de Soledar, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que sur cette ligne de front, les villes en ruine servent de front. En fait, la ruine qu'on imagine abandonnée après la bataille, non. Les soldats russes vivent dans les ruines, ils ont refait complètement les caves et ils vivent dans les caves pendant la journée, pendant la nuit, comme il y a moins de lumière, ils dorment dans les appartements abandonnés par les populations. Et pendant la journée, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont planqué toutes leurs pièces d'artillerie dans les jardins à l'abandon, camouflées, etc. Et ils tirent sur les lignes ukrainiennes qui sont à l'ouest. Donc en fait, là, à la fois pour Soledar et pour Bakhmout, les villes sont maintenant utilisées comme ligne de front. Très difficile à pénétrer, évidemment, et plus facile parce qu'on peut y camoufler des pièces d'artillerie. Ça, c'est un grand enseignement que j'ai compris à propos de la guerre en Ukraine. Pourquoi les Ukrainiens ont tant de mal à avancer dans ces zones-là? C'est parce que, justement, les Russes disposent d'un nombre conséquent d'endroits pour se camoufler, pour se planquer, des usines à l'abandon, des terrils. Vous savez, en ce moment, il y a une grande bataille qui se livre ça, dans l'oblast de Donetsk, un peu plus au sud, autour de la ville d'Avdivka, qui est une forteresse ukrainienne à l'ouest de Donetsk. Et là, la grande bataille des 2 dernières semaines, c'était pour la conquête d'un énorme terril de charbon qui aujourd'hui a été conquis par les Russes, qui a été perdu, reconquis. Aujourd'hui, ce sont les Russes qui sont dessus parce que quand on est en hauteur, évidemment, on peut placer des pièces d'artillerie, on peut surveiller ce qui se passe et avancer et progresser de cette façon. Donc en fait, voilà, c'est l'histoire du Donbass, elle est faite justement d'un enchevêtrement de conquêtes, d'usines, de friches industrielles, de maisons, de petits villages. J'ai vu des villages, mais franchement, c'est terrifiant parce qu'il y a un silence dans ces villages. C'est vraiment Oradour-sur-Glane. Toutes les maisons sont détruites. Toutes les maisons sont détruites. Et vous êtes dans un petit village et vous voyez parfois le reste d'un petit jouet pour enfants, oui, une des photographies, balançoire, voilà, ou des photographies qui sont restées par terre. Et en fait, tout ça est à l'air libre. Et c'est très émouvant parce que vous vous dites, voilà, toutes les maisons ont été détruites. C'est complètement incroyable. Donc on s'est battu pour chaque maison, on s'est battu pour chaque coin de rue. Donc c'est une guerre terrible, une guerre extrêmement meurtrière, une guerre qui est essentiellement faite, on a évoqué les drones, mais le plus dangereux sur les lignes de front sont les duels d'artillerie. C'est-à-dire dès que vous êtes sur une pièce d'artillerie, il faut ensuite partir en courant parce que la contre-batterie, le tir de contre-batterie des Ukrainiens viendra après et donc risque de toucher la pièce ou de percuter autour. Donc on se replanque dans les caves et la vie des hommes là-bas, c'est sortir des caves, tirer et revenir dans les caves. En fait, c'est ça. Après, il y a des tranchées, il y a des choses comme ça. Mais la plupart du temps, ce sont des duels d'artillerie. Je crois que 80% des morts et des blessés de la guerre en Ukraine le sont à cause d'obus et de pièces d'artillerie. Alors, difficile aujourd'hui de vous inviter sans parler d'un autre front. Oui. Alors, on va peut-être tenter de faire un lien. Hier, c'était le 40e anniversaire du Drakkar. 58 parachutistes ont perdu la vie. L'attentat avait été revendiqué par le mouvement de la révolution islamique libre, puis l'organisation du djihad islamique. Aujourd'hui, tout n'a pas été éclairci, mais les responsabilités sont clairement attribuées au Hezbollah, à l'Iran. On avait parlé au début de la Syrie et des Russes.
Alors, quid Quid, de tout cela aujourd'hui et quel est le jeu de la Russie là-bas? Écoutez, j'ai envie de vous dire, ce qui est intéressant quand vous évoquez ces 40 ans justement de ce terrible attentat, l'un des plus meurtriers pour l'armée française. Pas oublier celui aussi de l'immeuble qui hébergeait les Marines américains, où il y a eu 220 morts à quelques minutes d'intervalle. Oui. Juste avant, Ouais, voilà. c'est ça. Je crois qu'il y a eu une sentinelle française qui a vu l'explosion juste avant que le Drakkar lui-même soit victime d'un attentat kamikaze. J'ai envie de dire ça. Peu de choses ont changé et en même temps tout a changé. Pourquoi peu de choses? Parce que vous évoquiez donc le djihad islamique, vous évoquiez des groupes. On est en 83, 82, c'est la naissance du Hezbollah. Oui, il y a sans doute des liens. Le Hezbollah qui à l'époque est ce qu'on appelle le mouvement de résistance. D'abord entre eux, ils s'appellent la résistance. Ils ne s'appellent pas le Hezbollah. Enfin, le Hezbollah c'est le titre officiel, mais tout le monde les appelle la résistance Comme Daniel Obono. à Israël. Voilà. Oui, mais c'est le terme, Consacré c'est chez leur, eux. leur heure de gloire. Et pourquoi le Hezbollah est si particulier par rapport aux autres groupes palestiniens ou aux groupes arabes de la région, ou chiites ou sunnites? C'est d'abord parce qu'il a fait du retrait d'Israël du Liban Sud sa grande victoire. Et que Hassan Nasrallah, qui est un des rares leaders au Liban non issu de la guerre civile, est devenu auréolé de cette gloire d'avoir vaincu Israël au Liban Sud. Et l'onde de choc de cette victoire, elle va bien au-delà du monde chiite. C'est-à-dire que le Hamas vénère comme Nasrallah, même si c'est un chiite. Il n'y a pas de question confessionnelle, c'est celui qui a résisté à Israël. Et donc pour ce qui est de l'immeuble Drakkar, évidemment, à l'époque, il s'agissait, tout ça est piloté par l'Iran derrière, la Russie étant peut-être un allié périphérique, on va dire, mais à l'époque, il s'agissait pour l'Iran de punir la France d'avoir participé à la première guerre du Golfe. C'était ça l'idée, les Américains et la France. La Syrie avait été impliquée, je crois que Mustafa Atlas, qui était le ministre des Affaires de la Défense syrien, avait avait donné son accord aussi pour cet attentat. Donc en fait, tout ça a été déjà lié. Et ce qu'on se rend compte, c'est pour ça que je dis peu de choses ont changé, c'est qu'aujourd'hui, cet axe, on le retrouve intégralement, même si il ne s'agit plus de guerre Iran-Irak, que l'Irak a rejoint d'ailleurs le camp chiite. L'Irak est gouverné en partie dans son armée par ce qu'on appelle les Hajj al-Shabi, c'est-à-dire les milices chiites irakiennes qui ont combattu d'ailleurs Daesh à une époque, qui ont combattu avec les Américains, avec l'aide des Américains Daesh, et qui aujourd'hui ont soutenu le Hamas dès le lendemain du 7 octobre. Il faut savoir que le fameux Hezbollah, qui à l'époque était un petit mouvement de résistance à Israël au sud Liban, est aujourd'hui devenu un des plus grands, puissants groupes armés internationaux. Le Hezbollah possède Herakat Hezbollah al-Nujaba, c'est-à-dire une milice propre en Irak. Donc ils ont leur quartier en Irak. Ils dominent ou ils ont des influences sur les milices chiites irakiennes, évidemment. Ils travaillent main dans la main avec ce qu'on appelle la force Quds, c'est-à-dire les gardiens de la révolution iranienne, qui, eux, forment, c'est le haut du panier, quoi. Et ils ont des influences aussi sur les miliciens houthis qui ont tenu la rage haute pendant plusieurs années en guerre contre l'Arabie Saoudite. Donc, si vous voulez, en termes de déploiement et de puissance militaire, le Hezbollah ne peut plus être simplement une des composantes de paysage politique, voire milicien libanais. Ça va bien au-delà. Et donc là, on se rend compte que cet axe qui existait à l'époque de l'immeuble Drakkar s'est considérablement renforcé en termes de force. On voit ce qui est en train de se passer avec la tragédie de Gaza et les attentats terroristes du Hamas, c'est que la proportion a changé. On est à 1400 morts israéliens et plus de 5000, on a passé 5000 Palestiniens qui ont été tués par les bombardements. C'est la dernière guerre entre, par exemple, le Hezbollah en 2006 et Israël. Il y a eu 100 morts côté israélien et 1600 côté Hezbollah et chiites libanais et armée libanaise.
Donc la proportion aujourd'hui, elle ne s'est pas inversée, mais le déséquilibre, ces groupes sont capables d'infliger beaucoup plus de pertes et beaucoup plus peuvent être et audacieux, parce qu'ils utilisent à la fois des éléments très modernes, influencés sans doute par ce qu'on voit avec la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine déborde en termes de perfectionnement militaire du simple affrontement entre Russes et Ukrainiens. On voit l'usage des drones en partenariat avec l'artillerie, qu'est-ce qu'a fait le Hezbollah au moment de son attaque du 7 octobre? Il a envoyé des drones kamikazes pour neutraliser toutes les tours de surveillance qui se trouvent autour de la bande de Gaza. Ça a été un premier acte. Il les a filmés, il les a documentés et montrés. Et en même temps, ils vont utiliser des principes astucieux et un peu archaïques du parachute ou de l'ULM pour transporter leurs combattants et aller massacrer des Israéliens dans une rave party. Donc ils font preuve d'audace. Ce n'est plus simplement, et je pense qu'on a nous tort, et certains de nos analystes depuis des années persuadés que l'Occident tient toujours la main, de continuer à considérer ces groupes, que ce soit le Hezbollah, les Houthis, même le PKK pour ce qui est de groupes terroristes activistes dans ces zones-là, comme des types en sandales avec des kalachnikovs et qui hurlent Allahu Akbar. Non, ces gens-là se sont largement militarisés, ils ont adopté des techniques qui sont les nôtres, ils vivent à l'unisson de l'évolution du monde, ils maîtrisent la technologie digitale et ils sont capables d'aujourd'hui de représenter des forces qui sont peut-être pas à égalité encore avec l'armée israélienne, mais ils rattrapent le décalage. Et la vie a moins de prix peut-être que chez nous autres. Chez eux, la vie n'a pas tout à fait de prix. Vous savez, quand on est, ce qui est tragique pour la cause palestinienne, la cause palestinienne a toujours été extrêmement sanguinaire, extrêmement. À l'époque où même c'était les communistes, l'influence communiste internationaliste qui dominait cette cause, à l'époque du FPLP, à l'époque de l'OLP même, on avait des mouvements laïques. Il ne faut pas oublier que vous n'entendiez très peu Yasser Arafat parler d'islam. Ça pouvait arriver, sa femme était chrétienne. Donc il y avait pas on n'était pas dans une perspective djihadiste. À l'époque, c'était la théorie de la libération nationale de Lénine qui était mise en avant. On était avec des groupes trotskistes internationaux, terroristes. Vous aviez des gens comme Carlos, Georges Ibrahim Abdallah, qui étaient des laïcs. Voilà. Et la cause palestinienne à l'époque était déjà extrêmement sanglante. Souvenez-vous, Septembre Noir avec la crise des otages à Munich, l'Aquilée Lauro, où un milliardaire américain sur un fauteuil roulant est jeté à la mer et noyé. Enfin, la cause palestinienne, c'est une traînée de sang. Mais aujourd'hui, avec cette donne djihadiste, on entre dans une dimension où je dirais que c'est-à-dire que ce qu'a inventé Daesh, à la fois en pornographie visuelle, c'est-à-dire de montrer ses horreurs, etc., le Hamas l'a repris à son compte. Et le Hamas, même s'il n'est pas stricto sensu un groupe issu d'un djihadisme type Daesh, wahhabite, avec une visée internationale, en tout cas, réutilise ça. Et bon, la phrase la plus célèbre, quand on est face à ces gens-là, elle a été dite une fois par Ben Laden, c'est « Nous aimons la mort autant que vous aimez la vie ». Et reprise par Mohamed Merah. Voilà, exactement. Alors comment envisagez-vous, peut-être on peut terminer là-dessus, les combats qui commencent pour Israël? Ça va être compliqué, vous qui connaissez bien le terrain, qui avez couvert peut-être des conflits similaires? Oui, la grande similitude qu'on peut trouver entre ce qui va se passer avec l'opération terrestre sur Gaza, je ne sais pas quand elle va avoir lieu. Là, en ce moment, il y a des libérations d'otages qui sans doute, et puis des trocs humanitaires aussi avec les Américains qui sont à la manœuvre pour essayer de calmer tout ça. Parce que je pense que ce que veulent les pays internationaux, même ennemis sur la question de l'Ukraine, que ce soit la Russie ou les États-Unis, et je dirais peut-être même l'Iran, c'est d'ukrainiser le conflit. Je m'explique. Ça veut dire, quand il y a eu la guerre en Ukraine, on s'est imaginé que, vous vous souvenez, il y avait eu le fameux S-300 qui était tombé sur le territoire polonais, qui avait tué 2 Polonais. On s'est dit, ça y est,
ça y est, ça va déborder, ils vont envahir la Pologne. Il y a eu la question de la Transnistrie, on s'est dit, ah, ça y est, en Moldavie, ils vont récupérer la Transnistrie qui est pro-russe, ça va déborder. Belgorod, les Ukrainiens font des incursions sur le territoire russe, c'est en train de déborder. Et en réalité, jamais les Américains n'ont donné, malgré les demandes insistantes de Volodymyr Zelensky, suffisamment de missiles pour pouvoir vraiment gêner, bombarder, harceler les villes russes. Il y avait des attaques de drones, mais c'était des piqûres de mouches, on va dire. Donc finalement, chacun, au niveau de l'international, s'est dit, on est face à une puissance militaire, nucléaire, la Russie, il ne faut pas que le conflit déborde. Là, je pense qu'on est exactement dans le même état d'esprit au niveau international. C'est très très tendu au niveau de la frontière nord d'Israël avec le Liban. C'est évidemment extrêmement tendu et c'est là que les choses, à mon avis, peuvent vraiment dégénérer au niveau international. Je pense que tout le monde va faire en sorte qu'Israël règle ses comptes avec le Hamas dans la bande de Gaza et qu'on arrive à une solution acceptable pour les deux parties, c'est-à-dire une diminution peut-être de la force du Hamas, un traitement humanitaire avec des camps peut-être installés sur la bande de Gaza parce que l'Égypte n'en veut pas, mais bon, trouver une solution temporaire pour que le conflit ne déborde pas. Et ça, c'est vraiment, je pense, voilà. Maintenant, sur la forme de l'opération terrestre, moi j'ai écrit dans le JDD il y a 2 semaines que j'ai vécu la bataille de Mossoul. La bataille de Mossoul, c'était aussi, il y avait moins, le Hamas c'est 20 000, là il y avait à peu près 4 000 ou 4 500 djihadistes de l'État islamique prêts à faire leur baroud d'honneur et à tenir la ville jusqu'au bout. Ils l'ont tenu jusqu'au bout. Le siège a duré 8 mois. C'est plus long que la bataille que le siège de Stalingrad. Voilà, donc 5 000 mecs déterminés, encerclés par une armée équipée par les Européens, formés par les Américains, avec nos fameux canons César qui avaient été expérimentés à l'époque, donc avec de l'artillerie de partout, dans un contexte où il y a une population civile qui reste présente pendant les combats. Moi, j'ai vécu ces moments-là. Je me souviens d'une journée en particulier, le 10 mars 2017, qui m'avait vraiment beaucoup marqué, où le colonel qui dirigeait notre colonne, en fait, notre colonne avait été bloquée. On était une quinzaine de véhicules blindés à la conquête, à l'assaut d'un quartier, vraiment à l'assaut. Il y avait en face une quinzaine de types avec des RPG de l'État islamique. Et à la fin de la journée, ce colonel m'avait dit, vous savez, la grande différence entre eux et nous, c'est que moi, mes hommes, ils veulent pas mourir. En face, ils veulent mourir. Et il me dit, ça change beaucoup de choses. Et c'est ça le problème auquel va être confrontée l'armée israélienne. C'est de se dire, eux, bah oui, ils sont pas dans une dialectique mortifère de sacrifice. Oui, il y a le sacrifice. Oui, ils acceptent leur mort comme tous les soldats. Mais les soldats ne vont pas à la guerre en disant... Ils ne la recherchent pas. Voilà, exactement. Elle ne fait pas partie elle n'est pas centrale dans l'acte. Et chez eux, dans la démarche, la mort est centrale. Oui, puis le fait aussi que les populations civiles soient utilisées. Ah bien sûr, bah oui. C'est compliqué. Oui, et donc on retombe dans le cadre de Mossoul. Exactement, exactement. Écoutez, merci Régis Dessommier pour cet entretien passionnant. Merci, chers lecteurs de Boulevard Voltaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter, de liker, je parle avec beaucoup d'anglicisme, mais ce sont les mots consacrés, de liker notre chaîne YouTube et je vous souhaite un bon dimanche.